Bonsoir. Bonsoir. Merci. J'ai envie de vous dire merci. Est-ce que votre micro fonctionne aussi? Oui. Merci Arnaud, merci tout le monde, c'est très touchant. Merci beaucoup. Merci. Ça marche. Alors moi j'ai une première question, d'abord vous remercier pour ce film que j'ai présenté tout à l'heure. Vous n'étiez pas à ma présentation, mais je tiens juste à le redire ce que j'ai dit sur le film. Que c'était un film, une version moderne, très personnelle, habité, sensuelle, entêtant. Moi je pense que je pourrais continuer jusqu'à la fin de la soirée. Je vais m'arrêter là. La première question qui se pose d'emblée quand une œuvre aussi légendaire que Carmen est une fois de plus portée à l'écran, alors qu'il y a eu quelques adaptations auparavant, même de Chaplin à Godard, c'est la pertinence de votre adaptation. J'ai envie de dire, quelles étaient vos réflexions et pourquoi ce choix d'adaptation? Pourquoi Carmen? En fait, je pense qu'il y a des œuvres qui me marquent, qu'on voit quand on est enfant. Et Carmen, je crois que j'ai vu l'opéra mis en scène au cinéma par Francesco Rossi avec Rolly Maganes et Placido Domingo, qui était une première version. C'était rare, je pense à l'époque d'ailleurs, d'avoir un opéra mis en scène dans un décor réaliste. Et c'était probablement un opéra que j'étais trop jeune pour le voir. Et c'est quelque chose qui est resté avec moi. J'ai vu bien sûr les films de Carlos Saura aussi, son Carmen à lui. Et quand je travaillais sur West Side Story à New York, quand je lançais West Side Story à New York, et que je rêvais de cinéma, j'avais cette idée, je me souviens même être en scène et y penser, et j'avais envie de me baser sur une tragédie classique pour ce premier film. Et ensuite, bon, c'est une chose d'avoir l'idée, mais c'est vrai que il y a eu une rencontre avec un dîner en fait avec Peter Sellers, qui est un grand metteur en scène d'opéra. Je commençais tout juste à travailler à lire, à un peu m'instruire sur l'histoire, et il m'a dit comment ça tu fais Carmen, mais si tu fais Carmen il faut vraiment réinventer, c'est une histoire ridicule, imaginée par des hommes qui connaissaient rien aux femmes, et ça sert à rien de le faire si tu le réinventes pas. Et quelque part ça m'a libéré, et j'ai pu je pense avoir un regard plus neuf sur cette histoire. Et en fait bien qu'il y ait eu des scénarios qui étaient plus proches du livret de Bizet, à chaque fois que je relisais, j'avais envie de me débarrasser de ces clichés, de ces stéréotypes, et vraiment de me concentrer sur cette idée d'une femme qui n'est pas juste un objet du désir, un fantasme d'un homme, mais un être humain qui peut être aimé, qui peut aimer, et qui peut vivre une histoire d'amour qui va la transformer, mais aussi le transformer lui, donc qui est plutôt simple. Et puis en plus, bon, pas juste la tuer parce qu'on a peur de sa liberté aussi, qui est un élément fort et brutal du Bizet de Carmen. De Bizet, pardon. Oui, c'est extrêmement, d'ailleurs j'ai envie de dire plus proche de Mérimée que de Bizet, en tout cas pour votre adaptation. Mais votre adaptation, vous avez déplacé l'intrigue au Mexique, vous mettez en scène des tensions à la frontière américaine, et Hayden est un ancien marine avec un post-traumatique, on peut dire. Est-ce que la dimension politique s'est posée dès le départ, ou elle est venue au fur et à mesure de l'écriture? Je pense que c'est des choses qui résonnent en moi, de toute façon. Je vivais à Los Angeles, j'ai vécu là-bas pendant 10 ans. On ne peut pas ne pas être sensible à ces sujets dans une ville qui est très mexicaine, où il y a beaucoup d'immigrants. Ça, c'est une chose. C'était important pour moi de placer l'histoire à un endroit qui me parle, qui faisait partie de ma vie. Et ensuite, j'avais bien sûr cette femme, son charisme, son énergie, mais aussi toute cette culture gitane, roma. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a une communauté, la communauté roma qui s'est installée au début du XXe siècle au Mexique, et qui voyage encore par camion et qui présente des spectacles. Donc j'ai rencontré une anthropologue qui avait étudié cette communauté. Et quand on devait tourner au Mexique, il était question de les inclure d'ailleurs dans la version du film. Puis bon, quand on a tourné en Australie, bien sûr j'ai renoncé à cette idée, j'aurais jamais pu recréer cette authenticité. Mais il y avait cet héritage culturel, il y avait le Mexique, il y avait l'Amérique, tout avait sens en fait, pour justement créer ce moment de chaos, pour que ces amants s'enfuient. Mais j'ai envie de dire aussi que vous êtes quelqu'un qui aimait toujours bouleverser les codes, les modifier, que ce soit dans vos opéras, votre adaptation de Roméo et Juliette récemment.
Et la construction du film est extrêmement libre aussi libre que le personnage de Carmen. C'est quelque chose qui est aussi est venu au moment de l'écriture, c'est quelque chose où c'était vraiment une adaptation telle que vous aviez l'image de Carmen en vous. Non. Ça fait maintenant 20 ans que je fais des ballets en studio avec toute la liberté du monde. Avec le choix des artistes avec lesquels je travaille, qui m'inspirent, où je partage des moments très forts et très créatifs. Et je pense que cette liberté-là, au cinéma, l'idée c'était justement de continuer à la voir, à la sentir. Et je crois que le film est une narration, une fiction, mais que j'en ai quand même ce premier film. Je l'ai rapproché d'une idée d'un ballet qui peut venir plus du monde du rêve, de plus laisser au public, à chaque individu, cette possibilité d'en tirer quelque chose de personnel. Les chorégraphies surgissent souvent dans des moments où on s'y attend pas, particulièrement dans la première partie du film, avec votre personnage, Rosie de Palma, qui est une femme mystérieuse, on ne sait pas exactement qui elle est au départ, et votre arrivée dans l'univers de Benjamin Millepied, Rosie de Palma, comment ça s'est passé? Bon, déjà, elle sait bien que c'est pas des Bisset, c'est pas des Mérimée, c'est des Millepied. C'est déjà, on n'a pas besoin de plus de références. Moi, j'étais déjà flattée pour Benjamin parce qu'on ne se connaissait pas dans la vie. Jamais on s'avait rencontré, même si j'ai admiré son travail. Et j'avais suivi déjà tout son travail aussi dans Black Swan et tout. Et après, voilà, j'étais flattée qu'ils me disent que toutes les choses que je faisais avaient beaucoup de vérité, que pour quelqu'un qui fait du cinéma ou du théâtre, c'est un vrai compliment. Et après, c'est vrai que ce film, il réunissait tout ce que j'aime. La danse, la musique, la réflexion sociale, parce que je suis une artiste sociale aussi. Et j'aime beaucoup quand on questionne des choses comme la migration, que c'est un grave problème dans ce monde moderne. Comme j'ai dit, je crois qu'il y a les frontières gastronomiques. Le reste ne m'intéresse pas. Et voilà, on est tous terriens, personne n'a venu de Mars, et j'ai horreur de ce monde des frontières et tout ça. Bref. Alors, on a eu un coup de foudre artistique. Déjà, je suis arrivée, comme j'ai dit, le premier jour de 2021, je suis sortie de chez moi, dire au revoir à mes enfants, et arrivé en Australie, me confiner 14 jours direct. La prod ne pouvait même pas venir me chercher, c'était l'armée et la police australienne. Et le premier rendez-vous qu'on a eu de travail, c'était online, à travers, il était dehors et moi j'étais confinée. Et après, quand j'ai sorti, cet univers, c'était magique parce que dans cette Australie, il a trouvé tous les paysages et on a trouvé tout ce que le film il avait besoin. Et les mystères. Comme je dis, mon personnage c'était mystérieux parce qu'il y a cette mystique, cette terre aussi, elle est une terre aborigène, il y a beaucoup de choses mystiques. Et moi j'aime beaucoup ça aussi. Et après, moi je me suis livrée à lui, on a eu un coup de foudre artistique total. Et c'est une aventure magnifique. Je suis touchée là, je suis descendue, je suis déjà des larmes. Je suis très fière de son travail. Je l'ai vu travailler, bouger la caméra. C'est pas seulement un chorégraphe talentueux ou un grand danseur. C'est aussi un metteur en scène avec une vision. Et après, ce que j'ai dit de Carmen, cette Carmen, pour moi, réunit les meilleurs d'un classique, comme un West Side Story. On pourrait dire que c'est un film ancien, et en même temps, il y a cette contemporanéité, cette modernité qu'il a infusée dans ce film, que c'est sa patine à lui, sa création d'auteur, qui fait que ce film, il est comme quelque chose de nouveau dans le monde musical et de la danse. Moi, je le trouve d'une modernité, une contemporanéité, et en même temps, comme si ça pourrait être un film qu'on les sort il y a beaucoup d'années, je ne sais pas comment expliquer. C'est une fusion incroyable. Et il augure beaucoup de films, parce que vraiment, il est un vrai metteur en scène. Voilà. Alors, est-ce que c'est un atout? Il est humble, il n'aime pas trop, il est humble. J'ai une question un peu pour vous deux. Est-ce que c'est un atout d'être chorégraphe pour faire du cinéma? Et qu'est-ce que ça change, vous, Rosie de Palma, d'être dirigée par un chorégraphe et aujourd'hui metteur en scène?
Bon, quand même, je suis il y a une bailarine à l'intérieur de moi frustrée parce que je n'ai pas pu me consacrer à quelque chose complètement. Je suis une papillonnette, il faut que je voyage dans plusieurs jardins. Mais c'est vrai que j'ai fait 8 ans de classique quand même quand j'étais très jeune. J'ai arrivé à danser en pointe un petit peu, même si les grands à l'époque ils nous disaient qu'on n'avait pas de futur comme danseuse. Les méchants profs de danse, ils nous laissaient pas grandir. Mais en même temps, pour moi, c'était ça, ce film. Je sais pas, tout de suite, j'ai senti comme ma famille à Benjamin. Et me livrer. Lui aussi m'a laissé beaucoup de liberté à niveau de la danse. Il a vu que je pouvais me débrouiller, que les personnages pouvaient faire son chemin avec moi. Et après, lui, tous les répètes, j'ai mis sur mon Instagram les répètes de mon subjectif et les répètes comme si c'est son subjectif quand on faisait les répètes, la façon de bouger, la caméra, et il donnait un air fantastique à tous les mouvements. Alors on savait qu'on était bien filmé. Et bon, j'aurais continué à faire beaucoup de choses, hein, parce qu'une fois qu'on commence, on ne veut pas finir. Mais c'est vrai que c'était un vrai plaisir. Artistiquement, je ne peux pas demander de mieux. C'était un régal. Il y a un plan séquence extraordinaire avec vous qui dure 7 minutes. Vous avez laissé vraiment Rosy de Palma s'exprimer totalement dans comment ça s'est passé. Je pense que ça représente bien la relation qu'on a eue sur le film. Et voilà, c'est vrai que Rosy est arrivée, ce personnage, elle savait exactement qui c'était. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'on l'écrit, et après, ce qui est important, c'est de se laisser surprendre par l'acteur, par l'actrice, et puis aussi d'essayer de les surprendre aussi, parce qu'il y a de les inspirer de prise en prise. Mais Rosy est vraiment arrivé avec un éventail d'idées. Mais oui, c'était que des bonnes idées, donc évidemment, j'ai dit oui à tout. Mais cette première scène, elle est importante parce que c'était vraiment la première scène qu'on a tournée ensemble. Mélissa aussi. Avec Mélissa, c'était la scène la plus difficile pour Mélissa parce que c'est la première scène où vraiment il y a une espèce de relâchement où elle pleure pour la première fois et depuis que sa maman est décédée. Et en fait, je leur avais rien dit, hein, j'avais pas dit grand chose. J'ai enlevé en fait toute la technique du plateau pour vraiment créer une ambiance, un univers. Je savais que c'était une scène très importante pour Mélissa et pour aussi. Et je leur ai pas dit qu'on allait faire un plan séquence non plus. J'ai donné quelques indications au Steadicam, mais la lumière était magnifique, tout était. Et puis on a lancé la caméra, simplement, la première prise, hein, c'est celle qui est dans le film, qui dure 7 minutes. Et c'était vraiment un moment de grâce, quoi. C'était, il y a tout le plateau qui a applaudi quand j'ai dit cut, et c'était un truc absolument incroyable. C'était magique, parce que j'adore ça. Moi, j'aime bien les risques. J'aime faire un peu, avoir les personnages qui te laisser envahir par les personnages, savoir comment il fait. Il est venu au rendez-vous. Les personnages, parce que parfois la magie n'arrive pas, mais là, la Mathilde, elle arrivait, et Carmen aussi, et même nous, on était inconscients dans le jeu, et c'est ça que c'est magique. Après, j'ai joué avec ça aussi, quand on répétait beaucoup la danse, il était fatigué, il dit « Ouh, Mathilde, elle est partie déjà, hein. Là, il n'y a que Rosy qui travaille, on est un peu fatigué là, mais la magie, elle n'est plus le personnage. » Mais c'est vrai que je sens ça quand on s'oublie de soi, parce que même la prétention d'interpréter fait que c'est la prétention déjà, elle fausse les choses, non? Et quand on n'a aucune prétention, c'est évident, on dirait que c'est évident, c'est pas évident, mais on a une absence de rationalité et il y a quelque chose que parfois, comme si on fait un vide à la taoïste, et alors le personnage prend la place. Et puis sur une scène comme ça, je trouve tellement important de la laisser vivre du début à la fin. Il y a un début, un milieu, une fin à la scène, et de pas du tout couper, de faire vraiment un plan séquence et d'y croire, et de savoir qu'elles sont capables de totalement habiter l'espace. Et je pense qu'elles étaient tellement habitées, Rosy était tellement habitée, dès qu'on a commencé à tourner, que c'était incroyable. Et Marina, aussi le personnage de la mère de Carmen, que c'est incroyable, en fait, c'est une danseuse flamenco, que sa famille vient de Sacromonte, que c'est Andalousie, la plus profonde berceau du flamenco, et on la trouve en Australie,
Et en plus, avec ce look d'Indien Cherokee, on ne pouvait pas demander de plus. C'était des cadeaux, vraiment. Moi, je trouve que ce film, il y a plein de cadeaux. Il y a plein de cadeaux qu'on a eu la chance d'avoir. Mais tous les comédiens sont extrêmement magnétiques. Vous filmez beaucoup les regards. Il n'y a pas de comédien, de danseur professionnel, en tout cas dans les comédiens principaux. Donc c'était aussi un parti pris de votre part. Tout passe par le corps, tout passe par la sensualité, par les gestes, par le mouvement. Et c'est ce qu'on ressent vraiment dans le film. C'est un film très charnel. C'est vraiment impressionnant pour cela. On va commencer. Première question dans la salle. Vous avez 2 minutes. Pardon. Merci pour ce film parce que j'ai rarement aimé autant des adaptations d'opéra et je suis pas très sensible à ça habituellement et aux films musicaux, de danse, tout ça, et j'ai vraiment adoré. Et même aux premières scènes, il y avait de l'art qui commençait à venir. Donc et la musique, pareil, il y a un truc très organique, la manière de filmer, de mettre en scène tout ça, qui se rend dans la musique et qui fait une sorte d'harmonie enfin, c'est logique, quoi. Tout est logique, donc j'ai vraiment adoré. Et je me demandais comment est-ce que comment est-ce que les scènes de danse, déjà la structure les scènes de danse, de dialogue, de mise en scène, tout ça, comment c'était formé. Et puis, comment est-ce que les scènes de danse entre les personnages qui sont très importants pour la construction de leur relation et tout ça, s'imbriquaient dans les dialogues et dans l'intensité émotionnelle, dans la construction personnelle de chaque personnage, de chaque comédien qui fait son personnage. Je sais pas trop si je suis compris, mais voilà. Déjà, tu es très intelligent. Alors, en fait, j'essaie de me rappeler vraiment, parce que c'est vrai qu'on a, bien sûr, les danses et les chansons, on a dû les composer bien en amont de la production. Donc il y avait, c'est vrai que ça a commencé probablement avec ça, ces moments, ces temps forts dans ma tête que j'imaginais de danse qui sont restés. Par exemple, c'est vrai que cette scène de bagarre à la fin, elle était présente depuis le début, enfin, je savais exactement ce que je voulais en faire, quand, etc. Et ensuite, il y a tout le travail du scénario, et puis il y a des choses qu'on a perdues, d'autres choses qu'on a retrouvées, qu'on a imaginées. Mais en tout cas, l'idée, en tout cas de la manière dont je voulais, c'est vrai que ce monde du rêve, il ne faut pas oublier que c'est un drame avec de la musique et de la danse. C'est pas une comédie musicale au sens plus artificiel ou plus fantaisiste. Et ça, c'était un vrai parti pris d'essayer d'amener de la danse et la musique dans cet espace-là. Et les chansons et les danses n'étaient pas là, souvent dans les comédies musicales plus traditionnelles, simplement les paroles vont juste raconter ce que le personnage pense et vit à ce moment-là. Et je voulais éviter ça, je voulais quelque chose de plus poétique, qui laisse plus place à l'imaginaire, qu'on soit totalement dans les sensations et dans l'émotion de ce que le personnage vit à ce moment-là, mais pas dans quelque chose qui est expliqué, qui laisse plus de place, encore une fois, au spectateur à rêver, à réfléchir, à sentir. Et après, c'était aussi un désir de laisser une grande place à la musique dans ce film. On allait avoir, je crois, un de mes films, un des grands chocs aussi au cinéma, c'est Vertigo, Bernard Herrmann, ça fait partie du genre de partition dont on avait parlé avec Nick. Et on a discuté longtemps, c'était un long processus, ça a duré des années ce film. Et on avait évoqué plein d'envies, de films qu'on aimait, de musique qu'on aimait. Et je crois que finalement, au bout du compte, je suis très fier de ce qu'il a fait parce que c'est tellement singulier, même par rapport à toutes ces autres bandes sonores. Je trouve que c'est vraiment un univers sonore très singulier, d'entendre des chœurs en français, avec des synthés, avec des cordes, c'est du hip-hop à la fin, c'est poétique, mais on a des rythmes de l'Afrique de l'Ouest. L'idée, c'était ces mélanges, ces chœurs qui nous venaient peut-être des voix bulgares, des choses comme ça. Puis à la fin, finalement, c'est un espèce de chorus grec qui nous raconte une histoire, qui a un regard sur chaque scène, comme si cette tragédie, on savait où elle allait se finir, mais il y a quelque chose comme ça de plus mystique. Voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à ta question, mais ça a été un vrai travail de créer cette cohérence, mais finalement, entre Nicolas Britell et moi, cette cohérence, on l'avait dans l'approche, dans le goût, dans l'envie, et ça a été extrêmement facile de travailler avec lui. Ouais. Alors, il y a plusieurs questions sur notre côté gauche. Aussi, et je voulais vous demander surtout,
Comment est-ce que vous avez trouvé vos deux acteurs principaux? Parce que dans un film comme celui-là, il doit forcément y avoir une alchimie entre les deux acteurs, sinon le film il serait raté directement. Donc, est-ce que c'est une évidence, ou alors est-ce que ça a fait suite à de longues recherches pour trouver Paul Mescal et Mélissa Barrera? En fait, l'alchimie, entre eux, elle se passe dans ma tête. C'est vraiment. Bon, d'abord, Mélissa, je voulais vraiment une actrice mexicaine pour raconter l'histoire mexicaine, tout simplement. On a. Je crois que c'était en 2019, peut-être, on a commencé à faire le casting. J'ai vu plein de danseuses, chanteuses mexicaines, et elle était très talentueuse parce qu'elle elle avait ce don du chant incroyable, cette capacité à danser alors qu'elle a vraiment jamais fait de danse de sa vie. Et puis aussi, elle avait été vraiment fantastique dans ce premier rendez-vous. Elle avait été pleine d'audace et sans peur. Et pour moi, c'était très clairement elle qui devait incarner ce rôle. Après, Paul, c'est aussi c'est très important pour moi d'avoir un acteur qui puisse incarner un soldat avec le poids de tout ce que ça raconte. Un soldat qui est revenu de plusieurs guerres, qui vit comme un fantôme dans un environnement qui n'a rien à voir avec ce qu'il est véritablement. Et aussi un aspect, quelqu'un qui avait un rapport physique à la vie, au mouvement, quelqu'un qui soit sportif. Parce que je voulais surtout pas quelqu'un qui sache trop bien danser. Ça aurait jamais été cohérent. Je voulais cet aspect un peu brut. Et voilà, Paul était parfait. En plus, il a cette sensibilité, il sait raconter des choses sans les mots. Donc non, ça a été un coup de bol, mais c'est aussi tout ça marché. Très talentueux tous les deux. Mélissa, elle tenait bien le film parce que même après la pandémie et tout, elle t'a jamais lâché. Elle voulait absolument faire cette Carmen. Elle a un talent incroyable, une beauté et ses dons à fond. Et Paul, qu'est-ce qu'on peut dire de Paul? Mais avant l'Oscar, c'est nous qu'on l'a vu, avant les nominations. Et moi, j'ai vu Aftersun et j'étais jury de la présidente de la Caméra d'Or. Et c'est un très beau film, mais pas pour notre Paul ici aussi. Il est magnifique, très fort, très organique, très viscéral et très, comme tu dis, une sensibilité spéciale. Il peut te raconter tout sans ouvrir la bouche. Tout son tout, il est très jeune pour avoir un talent aussi magnifique. Vraiment, je ne l'ai pas vu, il est raté dans les... Tu étais allé voir à Londres, au théâtre, non? Ça devait être quelque chose dans un tramway. Mais magnifique tous les deux, magnifique. Alors il y a une question sur la droite. Je voulais vous poser une question par rapport à votre rapport au matériau d'origine, donc la nouvelle de Mérimée. Vous avez évoqué plutôt que vous vouliez faire une nouvelle Carmen, quelqu'un qui était pas seulement vu par le désir des hommes, mais aussi un personnage à part entière. Je me demandais en quoi cela ne se conjuguait pas avec la nouvelle dont est inspiré le film, parce que même si évidemment il y a plein de discours sur le rapport homme-femme qui bien sûr sont inaudibles aujourd'hui, c'est quand même une œuvre qui fait le portrait d'une femme très forte, le Carmen de Berlioz de Bizet, pardon, pas de Berlioz, et de Mérimée, même si c'est une femme qui donc meurt pour cette liberté. C'est une autre issue, mais c'est aussi une femme forte. Et je voulais savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas désiré représenter cette femme forte-là. Est-ce que c'est simplement parce que ce n'était pas une vision de la femme ou une vision de l'amour que vous vouliez montrer, ou alors parce que la violence politique, sociale suffisait, qu'il n'y avait pas besoin de cette violence amoureuse en plus? Voilà. Pour moi, dans le film, elle a une grande force. Elle a une grande force qui est sauvée par une des plus belles choses que cette culture porte, c'est la danse, c'est la musique. Et c'est ça qui la sauve dans un monde où elle est face à une violence journalière. Donc en fait, finalement, ce qui est important, cette force, ce charisme, cette magie, cette expression par la danse, cette quête de liberté, je pense que tout ça, je l'ai gardé. Ce qui était important, c'était aussi vraiment d'avoir un rapport personnel et d'exprimer des émotions personnelles à travers le film. Et ce qui me dérangeait beaucoup, moi, dans le Carmen de Bizet, c'est que j'ai jamais vraiment eu l'association que ces hommes, à part du désir, à part du besoin de possession,
ça parle pas d'amour. Et moi, j'avais besoin que ça parle d'amour, tout simplement. Et en fait, c'est ça qui me dérange beaucoup, parce que finalement, je trouve que oui, elle est représentée dans Bizet par ce côté extrêmement sexy, etc. Mais ça parle pas d'amour. C'est pas une femme qui est capable d'aimer vraiment, c'est pas une femme qui est aimée. Et voilà, moi je voulais que ça parle d'amour, c'est tout. Moi, je voulais rajouter par rapport à ça que justement, ce que j'aime dans cette version de Carmen, c'est qu'il n'y a pas les stéréotypes féminins, masculins, comme on était habitué à avoir. Parce que dans Carmen, cette Carmen de Bizet, elle est enfermée dans elle-même, dans sa propre rebelle. C'est pas qu'elle cherche la liberté, c'est qu'elle est rebelle parce qu'elle a plus de chance. Et par contre, ici, dans les personnages de Paul, on voit des traits féminins. Et dans les personnages de Mélissa, on voit des traits masculins. Alors, il y a l'histoire d'amour après. Alors, moi, je crois que c'est justement pas des clichés ni stéréotypes, et c'est une vision fraîche d'une histoire d'amour impossible, parce que c'est vrai qu'elle finit impossible, parce que voilà, le destin était dur pour tous les deux. Mais en même temps, on peut voir parfois plus sensible les personnages de Paul et plus fort elle, et vice-versa. Et c'est ça que j'aime bien, qu'il n'y a pas un genre comme ça, cliché, non? Alors on va prendre une autre question. Il y a beaucoup de questions du côté. Bonsoir à vous, bravo pour ce film. Je voulais revenir sur ce que vous disiez quand vous répondez à d'autres questions par rapport au fait que vous voulez montrer beaucoup de choses avec les images, avec la musique, mais relativement peu, enfin en tout cas moins avec les dialogues, pour laisser de la part aux spectateurs. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, c'est un film très sensoriel je trouve. Et votre rapport au dialogue, c'est ce que je voulais savoir justement, c'est est-ce que dans la construction de votre film, le dialogue avait une importance et au final ça s'est réduit, ou est-ce que dès le départ vous vous êtes dit bon, on va montrer les choses, on va les faire entendre et le dialogue aura une place, moi j'ai l'impression un petit peu plus secondaire, qui plus est, et c'est vraiment coupé avec l'anglais et l'espagnol et on comprend beaucoup de choses avec les images et le son, et je voulais connaître votre rapport avec le dialogue. En fait c'est les deux, c'est-à-dire que j'avais ce désir dès le départ faire un film où il y avait moins de dialogue, probablement. Enfin, une des références du film, alors je ne devrais pas dire ça parce que c'est un chef-d'œuvre, mais c'est Paris, Texas. Enfin, c'est en fait, c'est ça qui était très compliqué, c'était l'idée de faire un film avec de la musique et de la danse qui ne soit pas totalement cliché, qui ne soit pas totalement littéral dans tout, qu'on explique tout à l'américaine, et d'arriver à collaborer avec le bon auteur. Je salue d'ailleurs Loïc Barrère qui est là, qui est un auteur du film. Il y avait définitivement ce désir déjà d'aller dans quelque chose de plus minimaliste, mais c'est absolument quand je me suis retrouvé au montage, dans ce moment brutal du montage, que j'ai amené le film plus vers la danse, au sens où dans un univers où effectivement il y a moins de dialogue, où les choses sont racontées davantage par les émotions, par l'intensité, par l'atmosphère du film. J'ai fait très attention à ça pendant tout le film, dans les scènes, qu'il y ait toujours quelque chose qui est de la tension. D'ailleurs, souvent, même dans les scènes de dialogue, je donnais souvent je faisais des remarques pour créer de la tension en dessous des dialogues, pour arriver à que tout tienne, parce que c'était souvent, justement, ça reposait sur pas grand-chose. Et j'ai finalement amené le film davantage dans l'imaginaire de la danse, de ballet, où finalement quand on met un homme et une femme en scène, il y a déjà une histoire, et c'est quelque chose que j'adore, et ça me semblait juste quand j'ai travaillé sur le montage du film. Mais c'était un équilibre, et c'était vertigineux, et c'est aussi osé, mais c'est aussi, je suis de toute façon forcé de créer avec mon instinct et mon goût et comment je sens les choses. Et en tout cas, voilà, c'était les deux. Félicitations pour le film. Moi, j'avais une question un peu similaire, mais plus par rapport à l'image. Je trouve que la caméra, elle est aussi très chorégraphiée, elle est presque comme une danseuse parmi les comédiens. Et je voulais savoir si tout était vraiment suivi selon le découpage technique, ou s'il y avait une part d'improvisation que vous aviez avec la personne à la caméra, si elle se permettait de... Alors,
Vraiment, je chorégraphiais avec la caméra à la main. C'est-à-dire que, en fait, dès que je chorégraphiais les séquences, déjà, on a tout été vraiment très spécifiquement organisé. Hein, parce que le Steadicam, il a dû apprendre tous les mouvements. Il s'était mis une oreillette où il se racontait exactement ce qui allait se passer de section en section. C'était des plans séquences, il fallait pas les rater. On a filmé le film en 34 jours. Après, non, vraiment la caméra, c'était une caméra. La seule fois où on a filmé avec 2 caméras, je crois que c'était la scène d'ouverture où on a eu 45 minutes pour la tourner, c'est n'importe quoi. Donc on a mis une 2e caméra, ce qui était détestable parce que j'ai mis aucun des plans ni de l'une ni de l'autre. Mais on a réussi quand même à monter quelque chose de beau. Mais non, c'était spécifique, tout était spécifique. Non, et même dans la bagarre, c'est hallucinant, le mouvement des caméras et les danseurs. Moi, j'avais fini malheureusement mon film là, mais j'y allais filmer comme ils étaient en train de filmer. Je ne pouvais pas m'empêcher d'aller sur le tournage parce que c'était déjà, j'avais vu toute la bagarre aussi, filmé pour toi dans les répètes. Et c'était après les mêmes mouvements, tout était déjà. En fait, ça nous permettait aussi, nous, on s'oubliait complètement dès qu'on était filmé. Jamais on s'est cogné, tu vois, on était. Et c'est vrai que les Steadicam, ils dansaient avec nous. Hein. Après, c'est vrai que les scènes de danse, c'est une chose, mais même si on imagine tourner les scènes d'une certaine manière, ce qui était génial, c'est juste d'arriver sur le tournage le matin et de juste réinventer la scène, comment on allait la tourner, comment ça. Ça s'est arrivé tout le temps en fait. Ouais, mais ça, c'est ce qui est génial, c'est avoir prendre ses décisions et tomber amoureux des décisions chaque jour sur un tournage. Est-ce que je peux dire ça avec les regards? Parce que, tu vois, les mots, il y avait du mal, ça devenait trop normal, je ne sais pas. Et parfois, avec l'émotion, on pouvait transmettre davantage. Par exemple, la scène où Carmen quitte le club, il y avait une longue scène de dialogue. Et en fait, toutes les deux, ils m'ont dit, mais en fait, on va la faire sans dialogue, on va essayer de la faire sans dialogue. Et c'était tellement plus beau. Et puis on a dit, ok, on va mettre la mère dans les bras, puis je ne savais même pas si j'allais le garder. Mais ça, il y avait une longue scène de dialogue. Ça arrivait plusieurs fois. C'était une excellente idée, c'est très beau. Ouais. Donc moi, bonsoir. Ce n'est pas une question, mais c'est surtout un regard, parce que vous avez mélangé plusieurs danses. Et surtout au niveau de la rythmique, au niveau des émotions, parce que comme vous avez dit, il y a eu l'Afrique de l'Ouest, il y a eu la danse. Moi, je suis danseuse, donc c'est pour ça que j'ai. En fait, toutes les émotions sont passées à travers le corps, plus à travers le dialogue. Mais je vais poser ma petite question, est-ce que c'était fait exprès? Ou oui? De mélanger les styles? Oui, voilà, parce que souvent, on a tendance à mettre chaque danse, parce qu'on se dit, non, moi je préfère la danse contemporaine, ou la danse hip-hop, du crime. Ouais, voilà. Non, en fait, moi, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé avec la danse africaine, je fais la danse moderne, après, j'ai fait une carrière de danseur classique. Donc, j'ai travaillé avec Robbins, je travaille avec Toilet Harp, donc j'ai en moi plein de choses différentes et donc je m'exprime avec un langage qui est le mien mais qui est plein de tout un message super divers. Et c'était vraiment un parti pris de dire ok, Carmen elle a en elle parce qu'on est dans un rythme, même on est dans un rythme de pied kathak, on est dans un rythme de danse indienne au début du film parce que c'est aussi l'héritage gitan qui vient de l'Inde et c'était quelque chose dont j'avais parlé avec Marina et ce que je voulais dans cette première scène. Mais après, Carmen, c'était important qu'elle danse vraiment, qu'elle ait sa manière, elle, de danser, et que ça soit inspiré par ses musiques. Et c'est comme ça que j'ai décidé de l'exprimer dans le film. Et donc, c'est des mélanges, bien sûr. Et d'ailleurs, et à la fin, là, avec la boxe, c'était vraiment un désir d'avoir du cramping, parce que je voulais un mouvement qui soit assez brutal pour entourer une scène de boxe. Après, je voulais absolument tourner à Los Angeles avec des véritables crampeurs et heureusement, grâce à un documentaire des années 90 sur le cramping qui a fait le tour du monde, il y a une communauté de crampeurs à Sydney et c'est eux que j'ai utilisé pour cette séquence. Donc ce sont les fameuses frontières que Rossi a évoquées tout à l'heure. C'est ma copine qui les chorégraphe. Que finalement elle a. Non mais je voulais le dire quand même, franchement merci beaucoup pour cette poésie du corps et du rythme et surtout de casser les frontières parce qu'aujourd'hui on en a besoin. On a besoin
toute façon, on est tous mélangés. Et je pense que dans la danse et à travers justement l'image et le dialogue, ben, ça fait du bien. Merci beaucoup. Ouais, c'est un film métis, un métissage total. Bravo Guise. Et Guise, Une question qui est juste au centre. Le micro vient à vous, je suis désolé, la salle est grande. Ça arrive. Bonsoir. Juste une question, ça va, pourquoi vous avez tourné seulement en Australie et pas directement à la frontière? Alors, ça c'est le rêve d'un premier film très naïf. C'est-à-dire que c'est une chose, c'était évident. C'est-à-dire que je voulais tourner à Los Angeles, je voulais tourner au Nouveau-Mexique et je voulais tourner au Mexique. Et en fait, après on a un budget de film et on se rend compte qu'en fait on n'a pas les moyens de tourner dans ces endroits-là parce que d'état en état, ça peut être plus cher ou moins cher. Donc finalement, à Los Angeles, je crois que j'avais une vingtaine de jours pour tourner à Los Angeles. Je savais même pas comment on allait aller dans les déserts, etc. Après, on s'est dit qu'on va aller tourner au Mexique. Mexique, j'avais un petit peu plus. Et même là, c'était extrêmement serré. Puis il y a eu Covid, donc c'était finalement plus possible de tourner dans ces endroits-là du tout. On ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir tourner. Et puis cette coïncidence finalement de ce partenariat qui existe entre la France et l'Australie. Quand j'ai commencé à regarder les paysages, je me suis dit, vu la nature du film, vu ce surréalisme dans le film, cet aspect de rêve, je me suis dit ça va marcher. J'avais déjà passé beaucoup de temps je connaissais par cœur tous ces paysages que j'adore. J'ai passé du temps au Mexique, j'avais tout. Donc je savais que j'allais pouvoir le faire. Et j'ai eu 34 jours de tournage en Australie avec une équipe incroyable qui a tout donné. Et ça a été absolument merveilleux. Mais on a travaillé sur l'authenticité, bien sûr, de tout, avec des conseillers, et je suis assez content du résultat de ce côté-là. Alors, la dernière question, on est du troisième rang. Bonsoir. Bonsoir, merci pour ce film. Et bravo pour votre interprétation, Rosie. Je suis fan, donc voilà. J'en profite. J'ai une question pour vous, Benjamin. Vous habitez depuis 10 ans à Los Angeles. Los Angeles, c'est une des villes les plus filmées de l'histoire du cinéma. Vous avez eu peu de temps pour tourner là-bas. Finalement, c'est un peu un huis clos dans quelques rues un peu glauques et un peu malfamées. Mis à part les échangeurs quand ils arrivent là-bas, qui sont les trucs qu'on voit de façon classique. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça spécifiquement? Parce qu'en fait, on n'est pas du tout à Los Angeles, on est à Sydney, justement. D'accord, vous n'avez pas du tout tourné à Los Angeles? Non, on pouvait absolument pas aller à Los Angeles. On aurait pu, il n'y avait plus aucun sens en fait à la fin d'aller prendre 2 plans. Et donc ce parti pris d'être la nuit, d'être en huis clos, pour que ce soit le plus réaliste possible. Si j'aurais été à Los Angeles, j'aurais eu la liberté de le tourner autrement. Mais le film est devenu... Après, en fait, ce qui est merveilleux, c'est justement toutes ces contraintes et être créatif à l'intérieur de ces contraintes. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Alors moi, je me permets la dernière question. Est-ce que Benjamin Millepied et le cinéma, ce n'est que le début? Ah oui. Mais il faut. Moi, j'ai dit que oui. Ouais, non. Et en plus, surtout que... Ouais, moi, j'ai très très envie. Et plus je parle du film, plus j'ai envie de retourner sur un tournage. Écoutez, je pense qu'on vous écouterait jusqu'au bout de la nuit, mais on va vous remercier. Merci.